Ce samedi de février 2014, le centre-ville de Nantes est méconnaissable. Environ 50 000 personnes se sont rassemblées pour protester contre la construction de l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, au nord de la ville. En marge de cette manifestation, des heurts ont transformé certaines avenues en champ de bataille. Comme beaucoup de Nantais, je suis surpris et je fais quelques images. Pourtant, je me sens en porte-à-faux dans cette manifestation, car personnellement, je ne suis pas contre ce projet d'aéroport. J'y suis même plutôt favorable, avec, je crois, de bons arguments pour étayer ma position. En même temps, je sais que les choses ne sont jamais simples. Alors, comme mon métier est de faire des documentaires, j'ai entrepris de tourner depuis plusieurs mois un film qui interroge ce qu'il faut bien appeler le phénomène Notre-Dame-des-Landes. Cette initiative n'est pas toujours bien comprise autour de moi. Dernier tournage en date, un entretien avec Jean-Paul Delevoye, président du Conseil économique, social et environnemental, dont j'ai lu les écrits. Je pensais qu'il pouvait éclairer ma lanterne sur ce conflit. Cet ancien gaulliste social, indépendant aujourd'hui des partis et des jeux politiques, a surtout été médiateur de la République et a acquis à ce titre une grande expérience des conflits entre les citoyens, les administrations et leurs élus. Pas trop parce qu'ils ont vraiment l'impression d'avoir fait leur boulot. Voilà. Notre-Dame-des-Landes est un révélateur. Je ne vais pas me focaliser sur le problème de Notre-Dame-des-Landes. Je vais simplement m'interroger avec vous sur ce qui est en train de complètement changer dans notre société. Aujourd'hui, on est dans une société horizontalisée. Et donc, c'est un nouveau rapport du collectif à l'individu. Et on ne peut plus être dans un rapport de dominant-dominé, on est dans un rapport de partenariat. Celui qui a le pouvoir n'est pas supérieur. Il est plus responsable. Et il n'est pas au-dessus, il est au cœur de la société. Et son rôle, c'est de faire bouger le collectif en rassemblant la diversité individuelle. Entretien à suivre. En attendant, ces affrontements d'aujourd'hui à Nantes font ressurgir des émotions personnelles que je croyais derrière moi. Comme beaucoup de Nantais, la polémique née de ce projet d'aéroport a empoisonné depuis 2 ans les relations avec certains de nos amis, de nos proches et même des membres de nos familles. Ce fut mon cas. Papa, je suis pour que les avions ne passent plus au-dessus du centre-ville, qu'il continue à y avoir des Nantes-Barcelone ou des Nantes-Venise, mais pas à n'importe quel prix. Notre-Dame-des-Landes, aujourd'hui, c'est tout de même assez épineux. On n'a pas eu le temps de discuter sur ton projet de film, ni sur tes motivations. Mais tu dois comprendre que ces derniers mois, les choses ont évolué. Avant, on pouvait être pour ou contre, mais maintenant, ça sent le roussi et presque le pourri. En tout cas, aujourd'hui, être pour la construction de l'aéroport Notre-Dame-des-Landes, c'est être pour le capitalisme et la magouille. Papa, écoute la voix de tes enfants. L'avenir est à eux. J'ai été bien sûr bouleversé par les textes de mes enfants, il y en a eu plusieurs, s'inquiétant de mes positions au sujet de cet aéroport. Je leur ai répondu que j'avais entendu leurs conseils, que je n'étais pas sénile, mais que mon opinion pour l'instant ne changeait pas, que mon désir de film était intact et que j'espérais que mon travail en cours serait une forme de réponse à leurs questions. Nous sommes dans une société qui ne croit plus en rien. Donc on est dans un moment où, comme nous n'avons perdu le temps de la construction de convictions, nous sommes dans des démocraties d'émotion. Et l'on voit bien que la gestion des peurs et la gestion des humiliations est aujourd'hui quelque chose qui crée des phénomènes d'une violence incroyable, qui remettent en cause tous les systèmes
qui ont pourtant vocation à créer des espérances. Ce fameux aéroport de Notre-Dame-des-Landes doit donc être implanté à 30 km au nord de la ville et remplacer celui de Nantes-Atlantique très proche du centre-ville. L'État, porteur du dossier, en a confié la construction et la gestion au groupe Vinci. Le projet est contesté depuis des années par des associations de défense de l'environnement, certains partis politiques et syndicats de paysans, rejoints par des militants venus de toute la France et même d'Europe. Aujourd'hui, à l'approche d'une période d'élection en France, les opposants au projet ont l'impression d'être à un moment décisif de leur lutte. Ça me laisse un peu perplexe cette manifestation parce que on bien les utopies qu'il peut y avoir derrière, de chercher un autre monde, une autre manière de vivre, loin de la société consumériste, tout ça. Je suis bien d'accord avec ça. Moi aussi, je suis écolo, mais je pense que l'aéroport, c'est un bon projet et que ça mérite pas tout ça, quoi. C'est disproportionné et que c'est autre chose qui se dit là, c'est autre chose qui se dit sur la société, sur le mal-être. Et je trouve qu'on ferait mieux de s'occuper des lois sur l'avortement en Espagne ou bien du nucléaire pour lequel on ne nous a jamais demandé notre avis ou bien des lignes TGV pour lesquelles on ne nous a pas demandé notre avis non plus. On est survolé par des avions là, et pendant les week-ends, c'est toutes les 5 minutes ou toutes les 10 minutes. Et on sait que le trafic des avions va doubler d'ici 20 ans. Donc qu'est-ce que ça va être dans 20 ans, une ville qui est complètement survolée par les avions tout le temps, avec la pollution du bruit, la pollution du kérosène, les risques. C'est pas possible, il faut déménager cet aéroport, bien sûr. Et en plus, on ne peut plus construire dans la ville, on ne peut plus densifier à cause des zones du bruit. Je ne comprends pas comment la question se pose de ne pas transférer l'aéroport Notre-Dame-des-Landes où il n'y a personne et où les terrains ont été réservés depuis 40 ans pour faire ça, justement. Voilà. Retour en arrière. Mon histoire avec l'aéroport a réellement commencé en juillet 2012. Je n'arrivais pas à me faire une idée solide sur cette question dont on parlait de plus en plus. Alors je décidai d'aller y voir de plus près et de partir à la rencontre des uns et des autres, opposants comme défenseurs du projet, pour enregistrer et comparer leurs arguments, afin de me faire une opinion objective. C'était probablement un peu naïf. Pas forcément contre les avions. De toute façon, c'est le projet d'aéroport qu'on combat. Les avions, c'est un mal nécessaire. Pour aller à l'étranger, pour aller sur les îles, les avions, non. C'est le combat de Notre-Dame, c'est contre le projet, contre le bitumage de 1650 hectares. Sois vigilant, car Notre-Dame-des-Landes. On parle de 1000 hectares bétonnés à Notre-Dame-des-Landes. Alors effectivement, on ne bétonne pas déjà 2000 hectares. Ce qui va être véritablement imperméabilisé, c'est 150 hectares déjà. Donc ça remet déjà quand même les ordres de grandeur en regard. On voit bien qu'en Loire-Atlantique, comme dans le reste de la France, on grignote tous les ans beaucoup de surface pour des infrastructures, pour de l'urbanisation. Tout le monde dit d'ailleurs que c'est un problème. Et là, on va en grignoter d'un seul coup près de 2000 hectares. Et puis ensuite, il y a la politique de Nantes Métropole qui est effectivement de garder une couronne agricole périurbaine, une agriculture qui soit une agriculture directement en contact avec la ville. Il y a déjà un aéroport à Nantes qui tourne déjà pas à plein, donc il n'y a pas besoin d'en refaire encore un plus gros à côté. Ça profitera pas aux Nantais en fait, au final. Et encore moins aux gens de Notre-Dame-des-Landes. Enfin, ce qui est un peu scandaleux, on leur impose un projet dont ils ne bénéficient même pas et qui n'est pas prévu pour eux et dans lequel ils n'ont pas du tout été concertés, quoi. Il n'y a que 4 exploitations qui ne sont pas signées sur 40, c'est-à-dire 90%
des problèmes sont réglés et ont été réglés par le haut et non pas par le bas. Je ne peux plus aujourd'hui regarder les images de cette enquête sans avoir le tournis. Impatience devant ce qui me paraît être un jeu de ping-pong incessant entre les arguments pour et les arguments contre. Je me rappelle que sur le moment déjà, c'était carrément énervant. En fait, Nantes Atlantique est très bien tel qu'il est, c'est-à-dire qu'il suffirait que le tram aille jusqu'à l'aéroport, ce serait beaucoup plus simple pour moi. Il y a des choses qui ont changé pour protéger les gens. Et même le survol urbain, qui est total, quand on se pose comme aujourd'hui face au vent, face au sud-ouest, face au lac de Grandlieu, on fait tout le survol urbain de Sainte-Luce, en passant par la manufacture de tabac, le château, le Bouffay et un dernier virage sur Trentemoux. Donc c'est relativement un grand survol urbain, en basse altitude, en descente, donc c'est problématique. Il faut assumer quand on est une métropole, et il faut assumer les équipements, les nuisances qui vont avec. On ne peut pas dire on veut l'aéroport, mais en fait on va se décharger des nuisances sur nos voisins de la campagne. Venez à Rezé, vous avez des friches sur lesquelles nous ne pouvons pas construire. Nous ne pouvons pas construire parce que nous sommes sous PEB. Interdiction d'augmenter la présence humaine. Bon, alors qu'est-ce qu'on fait? On laisse ça en pleine zone centrale? Ou est-ce qu'on transfère l'aéroport? Un jour, il y aura un accident, c'est évident. Ça arrivera, hein. Il y a des fois où ils passent vraiment bas. On lit vraiment le nom de la compagnie en grosses lettres très facilement. C'est pas... Ils sont très présents. Il suffirait de déplacer, d'orienter la piste autrement. L'infrastructure routière, l'infrastructure ferroviaire existe. Et il suffit de mettre les moyens, ce qui coûtera beaucoup moins cher, qui plus est. Le sujet de la piste transversale, le Conseil général l'a étudié, il y a une étude comparative, elle a été présentée à Saint-Aignan à cette époque-là. Alors qu'est-ce qu'il ressort de cette étude comparative? La disparition de 29 villages ou hameaux, et il y en a 27 autres qui sont à moins de 1000 mètres de cette piste. On est dans un gouvernement qui cherche à faire des économies de quelques dizaines de milliards, si on lit la presse. Donc il y a des économies aussi à faire sur des infrastructures inutiles. La plateforme de transfert dont on n'a pas parlé permettra d'accueillir l'A380, ce que ne permet pas aucune plateforme de l'Ouest aujourd'hui. Et moi, je réfléchis à ce qui se passera dans 10 ans, dans 20 ans et dans 30 ans. C'est le départ en fait de tous les petits ruisseaux qui vont dans ces deux bassins versants-là. Et là, la loi dit bien il faut compenser 200%. C'est-à-dire que pour 1 hectare, on compense par 2 hectares. L'histoire des zones humides, moi je fais dans le cadre de mon métier des cartographies de zones humides. Ils ont découvert 98% de zones humides sur les 1700 sur le périmètre. Mais c'est totalement impossible. De manière assez évidente, les points de décision se sont éloignés de Nantes. On parle de l'Europe, on parle de Berlin, on parle de Genève, on parle de Paris. Et dans ce sens-là, la Bretagne et Nantes ou Rennes s'éloignent des circuits de décision. Qu'est-ce qui se passe si on ne le fait pas, cet aéroport international? Qu'est-ce qui va se passer pour le territoire dans les 10-15 prochaines années? Ça, par contre, ça me fait peur. Voilà. Au bout du compte, ce travail un peu laborieux m'aura permis de constater 2 choses. D'abord, quand même, que des réponses existaient aux critiques du projet qui tournaient seules en boucle dans les médias. Et puis, dans le même temps, je dus rapidement admettre que les arguments des uns et des autres se contredisaient à l'infini, sans que personne ne puisse en vérifier la justesse. Le jeu était stérile. Je ne savais pas s'il fallait continuer, ni comment. Ce qui mine la société, c'est le soupçon. Est-ce qu'il nous dit la vérité? Est-ce qu'il nous cache quelque chose? Est-ce que son avis est totalement indépendant? Quand les gens ne croient plus en rien, ils sont prêts à croire en tout. Et qu'évidemment, il y a de vrais experts et de faux experts. Et quand je ne crois plus en rien, et que le sujet devient tellement technique qu'il échappe à ma propre compréhension, je suis prêt à écouter quelque chose qui me plaît dans mon intérêt personnel, plutôt qu'à accepter d'entendre un débat entre experts si une des conclusions des experts est contraire à ma stratégie privée. Je
je n'ai jamais été propriétaire. C'est alors, en cet automne 2012, que le conflit se durcit, du fait, entre autres, de l'arrivée à Matignon de Jean-Marc Ayrault, défenseur du projet. Beaucoup de jeunes rejoignirent et occupèrent la zone du futur aéroport, et en réaction, à partir d'octobre, gendarmes et CRS y furent envoyés par compagnies entières pour les déloger. Ce fut le début d'affrontements violents qui durèrent plusieurs semaines. Ces images alimentèrent une médiatisation sans précédent du conflit et provoquèrent un phénomène national d'empathie avec les opposants. Un de mes collègues réalisateurs, Jean-François Castel, a réalisé sur cette période un film tourné sur le terrain où il a passé plusieurs semaines. Ce documentaire prend clairement parti pour le petit peuple des opposants à l'aéroport. Posté sur YouTube, il fut visionné plus de 100 000 fois par les internautes. C'est avec son accord que j'utilise aujourd'hui certaines de ces images. Donc nous, on reste et on n'est pas prêt de partir d'ici. L'aéroport se fera pas et on restera là. L'occupation continue. La presse parisienne est venue regarder ce que c'était que ce truc étrange. Moi, pour travailler pour la presse parisienne depuis un certain nombre d'années, je connais un peu les réflexes de mes petits camarades. Et donc, avec une espèce de vision de la province un peu bucolique, comme ça, mais pourquoi on va implanter un aéroport dans les champs? Ça tombait fort bien parce que Ayrault, Premier ministre, on disait qui est ce type? Est-ce qu'il a des casseroles? C'était à un moment, on parlait pas mal de Ayrault bashing, il fallait... Et donc tout ça est tombé un peu à point nommé et un certain nombre de journalistes parisiens sont arrivés, voilà, avec 2 dépêches d'agence dans les mains, pas une réelle connaissance du sujet, et puis une belle histoire avec apparemment des résistants, des Gaulois. Donc on commençait à traiter le sujet qui a basculé, là c'est très clair, avec l'intervention des gendarmes. Et là, du coup, on a eu des méchants, on a eu des bons, et c'est parti comme partent un certain nombre de sujets dans l'actualité, de façon exponentielle, et quasiment à sens unique. Il est politiquement correct de considérer qu'il faut s'opposer à cet aéroport, même si finalement on n'a pas vraiment regardé à fond le sujet. Et très étonnamment, quand on connaît le sujet, je veux dire, les élus ont essayé, sont devenus totalement inaudibles. Ces élus et porteurs de projets, effectivement inaudibles, j'eus l'occasion de les rencontrer. Je profitais du voyage à Paris qu'ils devaient faire pour donner à l'Assemblée nationale une conférence de presse sur le sujet de l'aéroport. Je pris le train avec eux. L'état maître d'ouvrage de ce projet n'est pas très habile à communiquer parce qu'on a laissé ça au niveau des techniciens pendant longtemps, parce qu'il y a des procédures d'appel d'offres, etc. et que la communication administrative n'est pas très facile. En tout cas, elle n'a pas été suffisante pour très vite rendre aussi connues de tout le monde les vraies raisons pour lesquelles ce projet doit se faire, que les arguments contraires, d'ailleurs souvent un peu fallacieux, qui sont développés. C'est vrai que le projet de l'aéroport, ça fait quand même 10 ans que ça a commencé. En 2002, le débat public, moi j'y étais, j'ai fait toutes les réunions. Après, il y a eu les enquêtes publiques en 2006. Et puis, tout d'un coup, une espèce de polarisation de tous les mécontentements, finalement. Moi, j'interprète ça quand même dans le contexte actuel où beaucoup de gens sont inquiets de l'avenir, expriment leurs angoisses. Je crois que c'est le lieu aujourd'hui où ces angoisses sont exprimées. Ça focalise, c'est une espèce de totem. Ça fait plus de 30 ans que le Conseil général a acheté la plupart des terrains, 900 hectares, et que même les agriculteurs qui sont sur le site sont locataires précaires du Conseil général. Donc ils ne pouvaient pas ignorer qu'un jour ou l'autre,
le problème se poserait. Alors qu'ils aient cru que ça se ferait jamais, c'est possible, mais que n'aurait-on pas dit si on avait décidé d'arriver brutalement en 5 ans, d'acquérir des terrains où des habitants se seraient installés, etc. Or, ce secteur est inhabité pour l'essentiel. Pour nous qui avons suivi ce débat depuis 10 ans, notre sujet, c'était de faire en sorte que nous ne soyons plus une région périphérique. Hein, les trous du cul du monde, si je peux me permettre cette expression. Et donc on a lutté là-dessus. On est aujourd'hui non plus en concurrence avec Rennes, mais on essaye de jouer en complémentarité. Et ça s'illustre par l'accessibilité de nos territoires. Tant que les enjeux ne sont pas appropriés dans la tête des gens concernés, il ne peut pas y avoir de débat stable. Et nos concitoyens estiment qu'aujourd'hui, ils accordent à un élu la légitimité de pouvoir décider par l'élection, mais l'illusion dans laquelle se trouvent beaucoup d'élus, c'est qu'ils n'ont pas eu le pouvoir de décider de tout, et pour tous, et rapidement. C'est pas un nouvel aéroport, comme je l'entends trop souvent dire, c'est le transfert de l'actuel aéroport Nantes-Atlantique sur le site de Notre-Dame-des-Landes. Moi j'ai lu quelque part que ces Bretons, ces gens de l'Ouest, ils peuvent bien se contenter des petits aéroports. Malgré la passion avec laquelle beaucoup de nos élus de l'Ouest ont défendu le projet de transfert de l'aéroport, les arguments avancés laissèrent les journalistes parisiens de marbre et la conférence de presse fut un échec. Dans le monde, qui a mis en place un périmètre de 19 000 hectares de protection de l'agriculture entre le futur aéroport et la ville de Nantes? C'est nous. C'est nous qui préservons les ressources naturelles. Moi je crois, je pense que je ne suis pas le seul, quand on voit les gens qui fréquentent à la fois le TGV et les trains et qui fréquentent également les avions, qui ont une vision mondiale des choses et qui ne veulent pas uniquement construire l'avenir dans leur jardin en cultivant, comme on l'a montré très gentiment, quelques poireaux sur le territoire de Notre-Dame-des-Landes. Je ne pense pas que ce soit actuellement une réponse aux enjeux. Quelque temps après, dans l'agglomération nantaise, d'autres élus locaux firent une expérience similaire. Le débat a eu lieu, les débats ont eu lieu, ils se sont terminés au 1er janvier 2011, ça fait déjà 2 années. Je pense que par les temps qui courent, vraiment, on a de l'énergie autre à poser en tant qu'élu comme en tant que citoyen pour défendre l'emploi, pour défendre la vie des gens, pour défendre l'accès au logement. Et donc ce travail qui est tout à fait intéressant et tout à fait prononcé vient à choper sur un sujet qui pour moi est derrière nous. Et il y a quelque part, oui, beaucoup de lassitude. Nous sommes dans un système où on demande aux professeurs de respecter les programmes plus que les élèves. On demande aux maires de respecter les procédures plus que les citoyens. Et très souvent, dans la majeure partie des enquêtes publiques, les gens découvrent qu'il y a eu une enquête publique quand on voit commencer les travaux. Et les élus disent « mais nous, on a respecté les procédures, on a affiché ça sur la Cimez », mais en fin de compte, personne n'était concerné. En fait, à travers ce dossier de l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, s'affrontent sur notre territoire 2 visions de la société. La première est celle qui veut que le progrès technique et la croissance économique sont essentiels pour apporter aux hommes le bien-être et le bonheur, et qu'ils ne sont pas incompatibles avec le respect de l'environnement et la justice sociale. L'autre, à l'opposé, préconise une pause dans la croissance à tout prix, un rapprochement avec la nature, une plus grande participation aux décisions pour permettre l'avènement d'une société plus harmonieuse et plus fraternelle. 2 univers étanches l'un à l'autre, 2 utopies entre lesquelles je tente aujourd'hui de naviguer. Dans la première catégorie, je ne peux m'empêcher de ranger un élément du territoire nantais très lié à ces histoires d'avions et d'aéroports, le pôle aéronautique régional. Peu évoqué paradoxalement dans le dossier, il est pourtant d'une grande prospérité et génère depuis des années une offre d'emploi importante. On y trouve bien sûr les usines Airbus de Nantes et de Saint-Nazaire et leurs nombreux sous-traitants,
avec des carnets de commandes remplis pour des années, et tout autour des laboratoires de recherche travaillant sur les technologies du futur. C'est le cas de ce technocampus spécialisé dans le domaine des matériaux composites. Il m'est présenté par Christophe Clergeau, élu à la région des Pays de la Loire, collectivité qui soutient et subventionne cet pour alléger équipement. les structures, pour les rendre plus résistantes et pour aussi, par exemple, permettre à des avions de se déplacer en consommant beaucoup moins de carburant. Et comment la région, cette angoisse qui s'exprime là, qui rassemble 30 000 personnes dans la rue, 40... Je comprends que ce projet il est pris en otage par une discussion beaucoup plus large sur le type de société dans lequel on vit et un choc de modèles. Et donc je trouve que c'est dommage que pour pouvoir avoir ce débat, on soit amené à empêcher un projet qui a pourtant toutes les conditions locales, toutes les conditions. Le territoire de Notre-Dame-des-Landes devient alors le lieu de projection de cette utopie. Le film, proposé par Vinci pour la présentation promotionnelle du futur aéroport, pourrait être l'illustration même de cette vision du progrès. Il propose des images fluides d'un équipement intégré dans le paysage, dans lesquels les humains se meuvent silencieusement, fonctionnels et dimensionnés pour l'avenir. Un rêve d'aéroport. L'homme dans tout ça, il trouve sa place. C'est une société humaine que l'on crée pour tous, qui doit être une société ouverte, une société d'opportunités, une société de découverte et d'exploration des possibles, d'exploration du monde. Ça, c'est une dimension positive. Pour moi, c'est les lumières du XVIIIe siècle, c'est les lumières d'aujourd'hui. Ça ne peut pas être un projet de repli ou de stagnation ou d'immobilisme. Ça, ce n'est pas possible. Donc, on continue à aller de l'avant. On vise un progrès humain, un progrès partagé, et en même temps, on fait attention au lien social, à la qualité environnementale, à la délibération citoyenne et démocratique. On essaie de tenir tous les fils de la chaîne. En attendant, sur les champs mêmes qui doivent être aménagés, nous sommes sur une autre planète, celle d'une autre utopie. Des villages de cabanes ont poussé, des jeunes et moins jeunes squattent les bois, les clairières, les fermes abandonnées, et l'on cultive les légumes dont on a besoin. On y expérimente une autre manière de vivre en société. Les zones à aménagement différé sont devenues zones à défendre. Un rêve à la californienne des années 60. On vit une expérience ici de ce que pourrait être quelque chose qui serait non pas idéal, parce que la société idéale n'existe pas, mais quelque chose qui touche aux prémices d'un vivre ensemble qu'on a perdu. Et ça, c'est assez extraordinaire. D'ailleurs, c'est difficile de partir d'ici quand on y est. Il y a une solidarité qui est assez troublante même. Quelque chose de très beau qui se passe entre les gens. Finalement, c'est tout. On remet en question pas mal de choses. C'est vraiment très riche comme expérience. On entendait la génération qui m'a précédé souvent regretter ces luttes où paysans, ouvriers, étudiants se sont ligués non pas pour s'opposer, mais pour défendre un projet de société, pour défendre une vision de notre avenir. Résistance! Résistance! Vous écoutez France Culture. Nous vous emmenons près de Nantes sur les pistes imaginaires de l'éventuel futur aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Comment traiter sereinement d'un dossier aussi controversé? Comme toujours, le regard de l'analyste extérieur avec ce matin la sémiologue Mariette Darry-Grand et le regard du multimédia avec Éric Chavroux. Bonjour. Une spécialiste des mots, des signes et des symboles, voilà qui va peut-être me permettre de faire un pas de côté pour décrypter ce que j'entends et ce que je vois. En fait, moi j'ai tendance à lire l'actualité comme on lirait des romans, quoi. C'est-à-dire essayer d'y trouver des bribes presque fictionnelles. Et là, on a une sorte d'utopie
En voie de réalisation en quelque sorte, parce qu'il y a un vrai lieu. L'utopie, normalement, c'est un lieu imaginaire, mais là, c'est un vrai lieu, très mythologique, puisque c'est une forêt, et qu'en plus, il y a des constructions dans cette forêt. C'est une forêt qui est presque une agriculture. On est entre les deux. Donc je trouve c'est un composite, en fait, entre plusieurs mythologies. Donc on peut peut-être imaginer que cette crispation sur cette zone toute petite de terre soit une sorte de conséquence du besoin d'appartenir à quelque chose, d'appartenir à une origine. Et on le voit dans certaines images qui sont de type, je dirais, essentialiste, où les gens s'accrochent à la nature comme à la bonne terre. Enfin, il y a vraiment une sorte de mère originelle. Dire que oui, l'être humain, certainement, a besoin d'une dizaine de grandes choses, dont l'appartenance. Comment vivre sans appartenir à quelque chose? C'est bien ça que la mondialisation nous oblige à penser. Nous avons envoyé il y a 2 jours des photos à la presse où nous étions nus devant les barricades. Ils nous ont répondu que ces images n'étaient pas représentatives de l'action en cours. Un des besoins, un des grands besoins de ce qu'on appelle l'individu contemporain, c'est d'être remarqué dans ce monde de mass média, de mass market, etc. Pouvoir exister de manière singulière à un moment donné, par un acte, et souvent ça passe par le corps. Alors ça peut être une manière de se mettre en scène, de s'esthétiser ou de montrer une originalité. Et on voit bien que ce soit les acteurs même de ce happening permanent et les spectateurs que sont les journalistes, tout le monde a en tête des références. On retrouve Robin des Bois, on retrouve David contre Goliath, on retrouve José Bové dans les années 70. Il y a des sortes de citations. Alors il y a des citations politiques, le Larzac, il y a des citations culturelles, les hippies, il y a des citations historiques, la résistance. Mais je pense qu'il y a aussi des citations théâtrales, chorégraphiques. Sauver la planète. Bon, on n'est pas beaucoup aidé par les porteurs de projets. Eh oui, le dernier passage, c'est joli, regardez ça. Tout le monde. En cette fin d'année 2012, les affrontements sur le terrain de l'aéroport se sont calmés. En revanche, ils sont devenus plus idéologiques et se sont invités jusque dans les cercles familiaux. Chez moi, redoutant que les joutes verbales ne gâchent les réunions de famille, je m'entends avec mes enfants pour que le sujet de Notre-Dame-des-Landes ne soit en aucun cas abordé ces jours-là. Heureusement, cette trêve des confiseurs fonctionne plutôt bien. Des vallons, les plaines, caressons la pierre. Quelques jours plus tard, cependant, je reçois d'un de mes fils sur Facebook, clin d'œil ou provocation, un clip vidéo chantant le bonheur de vivre en résistance près de la nature sur la zone de Notre-Dame-des-Landes. Là-haut, tournez la terre, battons la campagne, mon frère. Je prends sur moi et visionne plusieurs fois ces images, partagées entre l'agacement devant tant de naïveté et l'attendrissement devant cette jeunesse en quête d'un autre monde. Dans nos veines, la braise. Notre force, c'est de faire... De mon point de vue, on est passé dans une forme d'irrationalité qui fait que ça ne se gère plus avec des raisonnements rationnels. Donc je ne sais pas comment cette affaire tournera. Bon, il n'y a pas mort d'homme pour le moment, c'est pas un drame absolu. Et justement,
l'aéroport, c'est ça aussi. Ça cristallise, comme tu as dit, ça cristallise tout ça. Que les gens ont. Après, il faut être capable de mettre un discours, de le construire, etc. Mais ça, c'est le problème des politiques qui doivent être là. Moi, le politique, il doit être là pour essayer de comprendre cette société et mettre en œuvre des politiques qui vont entendre ce que la société dit et qu'elle formalise pas forcément très bien ou très juste, comme les zadistes. Là, nous sommes à Saint-Nazaire, où François Billet, un ami de Europe Écologie Les Verts, fervent opposant à l'aéroport, m'accueille chez lui, bien que connaissant mes positions plutôt différentes des siennes. Au niveau du son. Mais après, si je suis passionné, ça va être plus fort. Oui, je peux agir. Je crois que la croissance a démontré qu'elle ne créait pas forcément le bonheur, et on voit aujourd'hui la misère dans laquelle sont un certain nombre de gens, hein, et la croissance, elle n'est plus là. L'État est complètement endetté, et donc il faut réfléchir à d'autres formes de politique publique, etc. Nous, les écolos, c'est ce qu'on dit, il faut changer de logiciel. Et justement, l'aéroport, il n'est pas dans ce nouveau logiciel. Et il faut impliquer les gens dans la vie publique beaucoup plus. Ce ne sont plus des gens élus ou des experts techniciens qui doivent décider dans un coin, dans une salle de réunion, de la construction d'un aéroport. Ce n'est plus possible. On est obligé de faire de la concertation, de consulter les associations environnementales, de consulter des associations d'habitants, etc. Il faut refaire du lien entre les habitants et le politique, sinon on développe les votes extrêmes et l'abstention. Les gens, ils sont pas bêtes, et les gens, ils sont capables de comprendre et d'entendre des avis divergents et de se faire leur propre idée. Et je crois qu'il faut développer l'esprit critique et la connaissance chez les gens. Et c'est tout à fait d'accord, l'aéroport, c'est un problème complexe, les études sont compliquées, mais tout le monde est en capacité de les comprendre si on leur explique, si on les expose. Hey, t'as l'aéroport de Saint-Nazaire, hein? Oui. Attends, si vraiment l'eau est saturée. Attends, et puis t'as le TGV qui passe à côté. Donc pour les. Parce qu'il y a quand même un gros trafic, c'est quand même les personnes âgées. Enfin, j'ai l'impression. Les charters de voyage. Ce qui est quand même gênant, sur le fond, c'est que pour le coup, enfin moi ça me gêne parce que j'habite aussi dans ce coin. La démocratie, il y a un député qui a été élu ici, c'est un député qui est agriculteur bio. Il a été élu aux dernières législatives, pro-aéroport. Ce type est complètement niais. Enfin, je veux dire, les décisions compris les élus sont complètement niais dans cette affaire. Donc ça pose quand même un petit problème démocratique. Les opposants, en fait, ils ont mis cette pression lors des réunions publiques, hein, et ils ont continué quand j'étais élu par des manifestations, soit à ma permanence parlementaire, soit aux permanences dans les différents cantons. Et ça a duré pendant plus de 6 mois. Leur logique à eux, c'était que, en tant que paysan bio adhérant à la Confédération paysanne, dans une démarche forte de développement durable, ils pensaient que c'était inconcevable d'avoir ce positionnement-là. Ça n'a rien à voir, c'est pour les... Je passe mon temps de voir dans la presse vraiment l'argent travers. Très bien la photo. Yves, merci de ton aide pour le FISAC. De plus, j'aimerais bien voir avec toi les contours de la nouvelle loi santé. Je me sentais seul lorsque j'étais agressé à titre personnel. Il faut aujourd'hui un aéroport qui est adapté au monde de demain. Un projet comme celui-ci peut très bien avoir sa place dans un raisonnement de développement durable qui prend en compte certes les erreurs du passé, mais qui doit aussi construire l'avenir. On ne peut pas justement s'individualiser, se renfermer sur soi. Et donc on regarde le monde, et on regarde la planète, on regarde son fonctionnement. On a aussi besoin donc, d'organiser la vie, le territoire,
l'économie. Donc, tout ça fonctionne. Pour que tout ça fonctionne et que ça permet pas seulement mon fonctionnement à moi, mais dans une forme d'individualisme, mais le fonctionnement de la société et de la collectivité. C'est un projet qui a été préparé, instruit dans le fonctionnement républicain de notre société, c'est-à-dire dans le respect des lois. Et nous sommes dans un état de droit, donc le droit doit être respecté. Donc ça c'est l'Assemblée nationale, hein, l'hémicycle de l'Assemblée. La photo a été prise lors de l'installation, bien sûr. Et puis, donc moi je suis ici, tout en haut à gauche. C'est justement intéressant de pouvoir à la fois avoir un pied sur terre, comme j'ai l'habitude de le dire, et avoir la possibilité d'intervenir, bien sûr, hein, au plus haut niveau de la responsabilité nationale. Et c'est ça qui est intéressant. Oui, bonjour. Donc, je suis un usager de l'aéroport de Nantes. Et c'est vrai que quand on prend l'avion à Nantes... Les mois ont passé, mais même à la maison, je suis encore souvent rattrapé par la polémique sur l'aéroport. Ce matin, elle s'invite aux infos avec José Bové, que j'aime bien, mais qui, sur ce sujet, ressort des inepties. Malheureusement, les statistiques disent l'inverse. Il n'y a pas de saturation sur l'aéroport de Nantes. S'il y a une saturation à l'accueil et qu'on fait un peu la queue, il suffit d'ouvrir 1 ou 2 bureaux de plus et le bâtiment est assez grand. Je l'utilise assez souvent moi-même pour pouvoir le dire. Le fait qu'il y ait une piste à Nantes suffit amplement. D'ailleurs, il y a des très grands aéroports internationaux qui ont 4... Il faut se rendre à l'évidence en tournant rond. Est-il encore utile de répondre? De répéter que le problème de l'aéroport actuel n'est pas qu'il n'ait qu'une seule piste, mais que celle-ci a été construite à l'envers dans les années 50, obligeant les avions à survoler à basse altitude, soit la ville, soit au sud un grand lac, réserve sauvage pour la faune et la flore. Non, c'est inutile car cela fait longtemps que dans cette affaire, personne n'écoute plus personne. À Nantes en tout cas, chacun à son niveau continue d'être confronté à la polémique sur l'aéroport. Et Marie, ma fille cadette, élève de terminale, n'échappe pas à la règle. Moi, j'arrive pas à me faire un avis aussi radical que les autres parce que on entend principalement des chiffres, on entend principalement des arguments qu'on peut pas vérifier par nous-mêmes. Et les deux se contrent et on peut pas... Moi, personnellement, j'arrive pas à me positionner pour ou contre de façon aussi radicale que les autres. C'est pas possible. Et par exemple, comment ça se passe? Encore récemment, tu dis que tu peux raconter ça. Encore récemment, une soirée, là, il y a quelques... Non, c'était en cours. Il y a une fille de ma classe qui nous a demandé d'ailleurs... d'ailleurs, vous êtes pour ou contre l'aéroport? Et directement, il y a une espèce de chape hyper lourde et hyper glacée qui est venue sur la salle comme ça et les contres le disaient assez fièrement. Ils disaient non, moi je suis contre l'aéroport, mais il y en a plein qui n'ont pas répondu. Et il y en a plein qui n'ont pas répondu, qui voulaient pas se mêler de ça parce que... Et même moi j'ai dit moi je suis ni pour ni contre. Je suis ni pour ni contre. Mais même moi, en disant que j'étais ni pour ni contre, on me regardait pas forcément... sympathique, oui. Non. Mais ce que j'aime pas, c'est cette espèce de radicalité qui est assez inquiétante, je trouve. Europe Soir, en
public et en direct du train des municipales. 18h30, 20h. Nicolas Poincaré. En public, en direct et en vidéo sur europe1.fr, effectivement, depuis le train des municipales à Nantes, 6e ville de France, la ville du Premier ministre Jean-Marc Ayrault, ville de gauche que la gauche espère bien garder. Il y a cette question de l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. D'abord, le point de vue d'un homme qui aime beaucoup les avions. Vous arrivez de Bordeaux aujourd'hui pour ce débat, Bernard Chabert, que vous avez longé le chantier de la future voie à grande vitesse, et que ça vous a impressionné la taille du chantier et le peu d'hostilité qu'il y a pour le TGV, alors qu'ici, vous nous dites, c'est jamais que 3 km de piste et l'hostilité que l'on sait. Dans le même temps, vous avez cette cicatrice phénoménale de 308 km de long qui va de Tours à Bordeaux, qui va permettre certes de gagner 30 minutes en TGV entre Tours et Bordeaux. Quand vous voyez la largeur de la cicatrice, 70 mètres de large sur 308 km de long, et que vous voyez finalement le peu de décibels que cette ligne à grande vitesse génère dans le débat public, vous vous dites comment se fait-il qu'on ait une telle disproportion entre ce qui se passe pour Notre-Dame-des-Landes. Vous vous dites il y a un paradoxe. 24 viaducs, des ponts, des sauts de moutons. Le chantier s'étale sur 300 km de long. Il a fallu déblayer des millions de mètres cubes de terre, l'équivalent de 4 tunnels sous la Manche. François Coulon, on va faire le point avec vous. On se souvient des violentes manifestations de l'automne 2012. On en est où depuis ? Depuis, on attend, c'est-à-dire qu'on est en période légèrement électorale, comme vous l'avez remarqué. Quand on est candidat à la mairie de Nantes, une de nos responsabilités, c'est aussi de protéger les Nantais. 40 000 Nantais aujourd'hui exposés. Mais au-delà de ça, ce que je veux dire, c'est que c'est un vrai choix pour l'avenir du territoire. Oui, je suis convaincue que ce projet ne se fera pas. Et je vais vous dire pourquoi. D'abord, c'est un projet d'État qui est géré par l'État et qui est porté par l'État. Elle était intéressante. La question, si vous deviez fusionner vos listes, alors qu'on entend bien qu'on n'est pas d'accord sur l'aéroport. Très intéressant, je m'apprêtais à y répondre. Sur la question du second tour... Je voudrais d'abord répondre sur les finances. Tu nous as interpellé sur ce sujet et on n'a pas répondu. Je crois que la question des finances, c'est la coopération conceptuelle. Je ne veux pas le mettre sous silence. Et nous n'avons pas... Dialogue de sourds, encore une fois, pugilat presque. Faut-il en rire ou en pleurer? Rien n'a avancé depuis 2 ans. Un aéroport ne symbolise absolument pas le progrès. Je crois que c'est ça que les politiques n'ont pas du tout compris. Qu'est-ce que c'est que le progrès aujourd'hui? Le progrès, là en France, les politiques de tous bords ont des gros progrès eux-mêmes à faire là-dessus, sur la représentation du progrès. Et comme ils n'en ont pas aujourd'hui, donc ils prennent le vieux progrès d'antan, la technique, les grands travaux, le colbertisme. Donc l'avion est d'une banalité, c'est un autobus avec des ailes, mais ça n'a aucun intérêt, un avion aujourd'hui. Il n'y a qu'une solution pour que ça se termine bien, c'est qu'on l'arrête, etc. Bon, alors après, il y aura un coût de dédommagement de Vinci, puisque Vinci, etc. Mais il n'y a qu'une solution, c'est de l'arrêter. C'est pas possible qu'il se fasse. C'est pas possible. Imagine ça se fasse pas. Tu arrives à imaginer ça? De toute façon, aujourd'hui, le projet, il n'est pas dans une phase de débat. On peut continuer. Tu dis ça, mais en fait, il l'est quand même. Oui, mais on peut continuer. Il y en a qui se disent, il se fera pas. On peut continuer l'analyse de ce projet. Des gens qui considèrent que c'est un projet qui ne se fera pas. Et puis, moi, je suis de ceux qui considèrent que ce projet doit se faire. Si on le remettait en cause, ça voudrait dire qu'on considérerait que le droit ne s'appliquerait plus. Donc c'est quand même un problème. Hein. Le pouvoir de décision restera toujours solitaire. L'élaboration des décisions deviendra de plus en plus collective. Et la noblesse du politique, c'est de poser des questions d'intérêt général, de permettre à chacun d'être responsabilisé dans ses choix en lui offrant le temps nécessaire de se construire des convictions, de pouvoir offrir
des expertises indépendantes permettant de faire le choix entre celles et ceux qui cherchent à instrumentaliser et celles et ceux qui cherchent à nourrir le débat, et permettant ensuite d'assumer sa responsabilité sur la décision à mettre en œuvre. Je ne sais pas si cet aéroport se fera ou non. Mais ce dont je suis certain, c'est que ce conflit aura marqué le territoire et laissera la trace d'un rendez-vous manqué entre les citoyens et les élus et d'une fracture nouvelle dans la vie politique et démocratique. Et cela, quelle que soit l'issue du conflit. Les responsabilités sont à chercher chez les politiques et les décideurs, bien sûr, soucieux du bien public, mais trop sûrs d'eux-mêmes et peu partageux d'informations. Mais j'en veux aussi à beaucoup de mes amis, citoyens trop prompts à se ruer sur des causes qui servent de réceptacle à leurs amertumes et à leurs peurs. Trop prompts à désigner des boucs émissaires qu'ils chargent de tous les maux, oubliant alors des combats plus importants qui se jouent ailleurs. Maintenant, si cet épisode peut nous permettre d'interroger encore une fois la société, la démocratie et nos comportements, c'est tant mieux. Et quant à ce film très personnel, s'il peut prolonger cette réflexion, je ne peux que m'en réjouir. Mais sur ce sujet, je reste prudent. En attendant, à Nantes et alentour, la vie continue. Place aux générations futures auxquelles nous voulons tous laisser une planète la plus belle possible.